Hi everybody, today's Bonjour à tous. On est jeudi 16 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous depuis Monaco. Bienvenue à nouveau, Alex. Welcome back, Alex. Thank you, Nima. Good Merci to be Nima. with you again. Ravi d'être à nouveau avec toi après ces 3 semaines de pause. Bon, il s'est pas passé grand-chose entre-temps, donc on n'a rien manqué. So we didn't miss anything. Uh, Nothing is Oui, happening. exactement. People are killing Il ne se passe rien. each other. Les gens s'entretuent. Yeah. C'est tout. Alex, let's start Alex, with commençons par le cas du Moyen-Orient et le conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis. La guerre a commencé quand les États-Unis et Israël ont attaqué ensemble l'Iran. Ensuite, Donald Trump a déclaré qu'il allait y avoir une sorte de cessez-le-feu rapide. Plus tard, ils ont signé un document appelé le soi-disant protocole d'accord. Et jusqu'à présent, chaque clause de ce protocole a été violée. Il n'existe plus, ce protocole. Ils ont littéralement détruit tout ce qu'il contenait. Les États-Unis reviennent avec la même logique. Le blocus est de retour. Et l'Iran contrôle à nouveau le détroit d'Ormuz. The blockade is back. Iran is controlling the Strait of Hormuz. The United States is trying to do again, repeat Les États-Unis Operation essayent Freedom they de had recommencer, before. de répéter l'opération Freedom qu'ils avaient menée auparavant. The tankers yesterday, Et l'Iran those attaque les tankers, pétroliers. they had a footage. L'un des pétroliers hier, enfin on avait des images hier montrant un de ces pétroliers turcs en train d'être, vous savez, coulé dans le détroit d'Ormuz. Voilà la situation dans le détroit. D'un autre côté, les deux camps se battent. Le champ de bataille, c'est l'Iran et les pays du CCG. Et les pays du CCG, en gros, la plupart de ces pays participent à la guerre. Il y a tout juste quelques heures, hier soir, on a appris que le sultanat d'Oman ne faisait pas partie du conflit, comme vous le savez, depuis le début de la guerre. Oman was not part of the war, as you know, when the war started. Iran right now is attacking Oman. Last night they En ce moment, attacked l'Iran est en train d'attaquer Oman. La nuit dernière, ils ont frappé l'un des hôtels du pays, le Crown Palace Hotel. Apparemment, c'est l'un des principaux hôtels utilisés par les troupes américaines. Ils ont touché leur cible. Le sommet de l'hôtel a été visé. Ce serait une sorte d'attaque d'assassinat. Voilà la situation sur le terrain. Israël, pour l'instant, ne fait pas partie de la guerre. Benjamin Netanyahou a très peur que l'Iran les attaque, et il a déclaré que si l'Iran les frappait, il riposterait, et qu'il n'y aurait plus de paix en Asie de l'Ouest. Voilà où on en est. Quelle est votre lecture de la situation et comment l'évaluez-vous? What is going on and how do you evaluate that? So, Nima, the only way Alors, Nima, la seule façon dont une guerre des États-Unis ou une guerre américano-israélienne contre l'Iran pouvait avoir un semblant de logique, enfin entre guillemets, avoir du sens, c'était selon le discours de vente bidon de Benjamin Netanyahou. En gros, il disait, si on lance une attaque surprise contre l'Iran, qu'on mène des frappes de décapitation, qu'on élimine la direction et qu'on active nos relais sur le terrain, tu sais, les manifestants que le Mossad cultive depuis des années. Et ensuite, l'aile la plus agressive, celle qui est armée, utiliserait les manifestations comme couverture pour intervenir et provoquer un changement de régime, un peu comme ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Eh bien, dans ce genre de scénario, du point de vue de l'Empire, ça pourrait sembler logique. that kind of a scenario from the empire's point of view might make sense. You know, you take control of Tehran. Vous savez, on prend le contrôle de Téhéran, on installe sa marionnette, Zelensky, Juan Guaido, peu importe. Et ensuite, cette personne dirige le pays pour vous. Elle commence à vous servir, à saboter les relations qu'elle a avec la Chine, avec la Russie, et vous obtenez ainsi une toute nouvelle tête de pont, très puissante, sur le continent eurasien. Alors ce scénario, si vous êtes assis à Washington, à Tel Aviv ou à Londres, pouvait sembler logique. Mais il a échoué. Et je pense que tout ce qui a suivi, c'était simplement s'entêter dans l'échec. Et maintenant, il me semble que Trump est pris dans l'équivalent géopolitique de la ruine du joueur. In the geopolitical equivalent of gambler's ruin, like when you're on a gambling Vous savez, c'est un peu comme quand on est à une table de jeu, qu'on perd de l'argent et qu'on se rend compte qu'on va devoir partir les poches vides. Ou alors, on continue à jouer en espérant que le prochain coup va enfin tourner en notre faveur.
Alors on remet encore plus d'efforts, plus d'argent, plus de ressources, en espérant qu'à force, on finira par renverser le gouvernement. Ou peut-être par faire pression sur les Kurdes, les Saoudiens, les Irakiens pour qu'ils lancent une invasion terrestre. Je veux dire, Trump disait encore hier quelque chose comme « Oui, l'invasion terrestre, d'autres vont la faire pour nous ». Et puis un autre sénateur, Marco Rubio, disait que peut-être les Européens comme les Français ou les Allemands devraient venir surveiller le détroit d'Ormuz. Et donc, si les Iraniens les attaquent, ils vont se retrouver en guerre avec l'Allemagne ou avec la France. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Vous allez engager la France et l'Allemagne, ou d'autres encore, pour qu'ils deviennent co-belligérants, pour qu'ils participent à votre guerre choisie, celle qui a échoué en février. Tout donne l'impression que l'administration Trump improvise au fur et à mesure. En d'autres termes, ils paniquent. Ils n'ont clairement pas de stratégie de sortie, ni aucune autre stratégie d'ailleurs. Tout ce qu'ils ont, ce sont des bombes et des missiles. Alors, ils larguent des bombes et des missiles. Mais même les preuves sur le terrain, d'après ce que j'ai pu voir, montrent qu'ils ne savent pas vraiment quelle cible frapper. Alors ils larguent encore des bombes, pour la énième fois, sur les mêmes cibles. Et ces cibles, ce sont souvent des villages de pêcheurs, des bateaux de pêche, des écoles, des hôpitaux. Parce que, vous savez, l'Iran a eu tout le temps nécessaire pour rendre tout ce qui est stratégiquement important aussi protégé que possible et aussi difficile à bombarder que possible pour les États-Unis. Et on le voit bien sur le terrain. Ils disent par exemple, on a détruit leur base de missiles, leur production, leurs lanceurs, tout est fini. Et puis, l'Iran envoie encore quelques centaines de missiles et de drones contre eux. Et maintenant, Trump dit, oui, l'Iran va être vaincu très bientôt, comme si c'était pour demain et qu'ils allaient être totalement battus. On dirait que les gens oublient qu'il disait, il y a 6 mois, que l'Iran était fini, que tout était détruit, qu'il ne restait plus rien. En gros, ils agitaient tous le drapeau blanc. Franchement, je ne vois pas de fin heureuse à cette histoire, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Et puis il y a aussi la question de l'argent, parce que ces derniers temps, beaucoup de choses qui sortent de l'administration américaine tournent autour de ça. Le Pentagone est à court d'argent. Les gens sont surpris quand je dis ça, parce qu'ils se disent « Attends, la Fed peut imprimer autant d'argent qu'elle veut, non? Elle ne peut pas en manquer. » Oui, mais la Fed, ce n'est pas le commandant en chef, et elle n'a pas d'armée. Well, yes, but the Fed is not the commander-in-chief, and they don't have an army. It's the civilian government. C'est le gouvernement civil qui commande à l'armée. Et le financement ne passe pas directement de la Fed à l'armée. Donc même si le système est imparfait, il y a quand même des contre-pouvoirs. Si le Pentagone n'a plus d'argent, il doit aller devant le Congrès et demander un financement supplémentaire. Au début, on parlait d'environ 70 milliards. Puis c'est passé à 350 milliards. Ensuite, Trump arrive et dit « Ah oui, on va imposer 20% sur toutes les cargaisons qui passent par le détroit d'Ormuz. » Et le lendemain, il revient en disant « Bon d'accord, on ne va pas faire ça, mais les royaumes du Golfe vont investir aux États-Unis, vont en tirer un bénéfice, donc tout le monde y gagne. » Formidable. Et puis, vous savez, Scott Bessent est allé inspecter l'or à Fort Knox et il en est ressorti en disant « Oui, rien à signaler. 1000 milliards de dollars d'or, tout est là. » On a fait un audit, croyez-moi, je ne mentirai pas là-dessus, d'accord? Donc pour moi, on sent qu'une panique financière, une panique autour de l'argent est en train de s'installer. Et je pense que ça pourrait vraiment déclencher une crise financière rapide qui ferait passer celle de 2008 pour une simple plaisanterie. J'annonce depuis 2021, depuis le retrait américain d'Afghanistan, une sorte d'Armageddon des obligations. Et dans une certaine mesure, ça s'est confirmé.
On a eu un marché baissier, très fort sur les obligations d'État, pas seulement américaines, mais aussi européennes et britanniques, depuis 2021. Puis elles se sont stabilisées en 23, 24, 25. Et maintenant, elles subissent à nouveau des pressions. But then they stabilized 23, 24, 25. And now they're coming under pressure again. And I think that the pressure is going to be such that we might. Et je pense que la pression va être telle qu'on pourrait assister à une crise vraiment très douloureuse, avec une chute extrême des prix des obligations d'État en Occident et une flambée des taux d'intérêt. Ça peut sembler un peu abstrait, mais le prix du bond du Trésor américain à 10 ans est de loin le prix le plus important au monde, parce qu'il influence tous les autres marchés. Et une fois que celui-là s'effondre, tout s'effondre, parce que c'est aussi la garantie utilisée par la plupart des institutions financières dans le monde. Donc, si la valeur de cette garantie est divisée par 2, il va falloir le cacher. Vous allez devoir cacher le fait que vous êtes à court d'argent. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'imprimer de la monnaie à partir de rien, pour boucher les trous. Mais ça, c'est la voie directe vers l'hyperinflation. On se dirige donc vers un effondrement qui pourrait ressembler à celui de la République de Weimar en Allemagne au siècle dernier ou à la chute de l'Union soviétique. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et je pense qu'en partie, cela explique la désespération de l'administration Trump. Ils mènent une guerre qu'ils savent impossible à gagner, mais dont ils ne peuvent pas se retirer. Ils ne peuvent pas admettre la défaite. Comment voyez-vous le rôle des pays du Golfe, les pays du CCG? Est-ce que vous leur attribuez un rôle particulier? Ou bien pensez-vous qu'ils sont simplement utilisés par les États-Unis comme une sorte de champ de bataille, de source de financement, ou peut-être comme un soutien politique ou économique à la guerre? Parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un doit bien payer pour cette guerre, pour qu'elle continue. Est-ce que finalement, ce sont les pays du CCG qui en assument le coût? Je pense que c'est à ça qu'on en arrive. Je veux dire, quand Trump parle d'imposer des droits de douane de 20%, des frais de 20% sur les cargaisons qui passent par le détroit d'Ormuz, c'est en fait un avant-goût du racket qui attend les royaumes du Golfe. Et puis je crois qu'ils ont peut-être eu un moment de recul là-dessus. Ça ne donne pas une bonne image, très mauvais pour les apparences, et sans doute assez aliénant pour les pays du Golfe. Alors il a trouvé autre chose, du genre « Ah oui, ils vont investir dans l'économie américaine ». Mais de quoi parle-t-on exactement? Les pays du CCG détiennent, d'après les estimations, environ 5 000 milliards de dollars dans les institutions financières occidentales. Vous savez, du liquide et les fonds de leurs caisses souveraines. Et ça, c'est carrément un tiers de l'argent souverain mondial. Donc c'est une somme énorme. Et l'administration Trump va être très tentée d'y toucher. Et on sait bien qu'ils n'ont aucun scrupule quand les choses se corsent. Ils vont inventer des raisons pour que d'une manière ou d'une autre, les royaumes et les Émirats du Golfe paient pour cette guerre. Je pense qu'ils ont parfaitement compris ça. J'imagine que quand ton existence même est en jeu, ton attention se concentre très fortement sur ce qui se passe. Et je crois que MBS, MBZ, tous ces dirigeants du Golfe voient très bien ce qui est en train de se profiler. Ils comprennent que les États-Unis sont un empire en déclin. Ils savent que la protection américaine, pour laquelle ils ont payé si cher, est très inefficace. Tous ces systèmes d'armes façon Lamborghini ou Ferrari, qui paraissent magnifiques sur le papier et dans des conditions parfaitement mises en scène,
ne fonctionnent pas vraiment dans une vraie guerre. Ils coûtent une fortune. Et les États-Unis ne sont pas capables d'en produire en quantité suffisante pour que ça change quoi que ce soit. Pendant ce temps, l'Iran se prépare à ça depuis longtemps. C'est une puissance régionale montante, et cette guerre est une question de survie pour eux. Donc non, l'Iran ne va pas se coucher. Et non, l'Iran ne sera pas amené à la table des négociations à coups de bombes. L'Iran va se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'expulsion complète des puissances colonialistes occidentales de la région. Et à ce stade, ce n'est plus seulement l'Iran. Il bénéficie du soutien total de la Chine, de la Russie, du Pakistan et de la Corée du Nord. Je pense donc que le monde a compris à quoi il est confronté. Si l'Iran venait à tomber, tout le monde pourrait tomber. Ils risqueraient d'être éliminés un par un. Alors ils savent qu'ils doivent soutenir l'Iran. Je crois que probablement, à part MBZ, aux Émirats arabes unis, ils ont tous compris cela. Et je soupçonne, je serais même surpris du contraire, qu'ils n'aient pas des lignes directes avec les Iraniens, en leur disant quelque chose comme « Écoutez, on ne peut pas défier ouvertement l'Empire. » Mais nous voulons que cette guerre cause le moins de dégâts possible entre nous. Nous voulons préserver la paix autant que possible entre nous. Et ces attaques des Saoudiens contre le Yémen, contre Sanaa, je soupçonne qu'il pourrait s'agir de fausses attaques, destinées à rendre impossible pour l'Arabie saoudite de rester en dehors de la guerre. Ils veulent pousser l'Arabie saoudite, l'Irak, la Syrie, tous les États du Golfe, l'Azerbaïdjan et tout le monde à s'unir contre l'Iran, parce que les États-Unis ou Israël ne peuvent pas gagner cette guerre seuls. Mais je pense que ça échoue, parce que tout le monde voit bien que c'est une manœuvre perdante. En même temps, vous savez, les royaumes du Golfe sont dans une position très difficile. Comme je l'ai dit, vous savez, ils ont environ 5 000 milliards de dollars d'actifs placés en Occident. Ils vont probablement tout perdre. Et le fonctionnement de leurs États dépend de cet argent. Il dépend du fait d'y avoir accès. Donc s'ils perdent cet accès, s'ils ne peuvent plus payer les salaires des enseignants, des policiers ou des soldats, ils risquent d'être renversés. Ils risquent même d'être pendus ou décapités. Je pense donc qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. À mon avis, ils vont essayer de jouer sur les deux tableaux. Ne pas trop provoquer l'Iran, mais ne pas trop fâcher non plus les Américains et les Israéliens. Et ils vont espérer que la tempête passe sans que leur maison s'effondre. Quand on regarde le champ de bataille, en gros, dans les pays du Golfe, il n'y a pratiquement plus de système de défense aérienne. On voit bien 1 ou 2 intercepteurs se déclencher, mais ils ne touchent rien. Et tous ces drones, tous ces missiles qui arrivent, eux, ils vont atteindre des cibles. Alors, quel serait l'intérêt pour eux de dire « ça suffit ». On sait que les États-Unis nous mettent la pression. La guerre arrive chez nous, et elle frappe partout en ce moment. Ce n'est pas une question de base américaine, parce que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit, il y a 2 jours, que les États-Unis avaient transformé tous ces pays en bases militaires. Ce n'est donc pas seulement ces endroits précis dans ces pays, c'est tout le territoire. Et ils frappent des cibles partout dans le pays. À chaque fois qu'ils estiment qu'il y a, disons, un système de défense aérienne de type HIMARS ou quelque chose du genre, ils vont viser cette cible. Ou alors, ils lancent des drones. Ils sont dans une sorte d'abri. C'est comme ça que les Iraniens perçoivent la situation. Mais de l'autre côté, on voit bien qu'ils se font frapper sans disposer de ce type de système de défense aérienne. Pourtant, ils sont capables d'intercepter des missiles et des drones. Quand on regarde la situation, il doit bien y avoir un moment où ils se disent « ça suffit, on arrête, on ne va pas continuer comme ça ». Quand ce moment arrivera. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez,
du conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite, au moment où le Yémen a frappé Aramco, ils ont dit « C'est bon, on s'arrête là, on ne va pas plus loin ». Alors, selon vous, comment faut-il comprendre ça? Quel serait pour eux ce point de rupture où ils diraient « C'est fini, on ne continue plus ». Eh bien, je pense qu'on a dépassé ce stade, Nima. Je crois que, tu sais, ces leçons ont été tirées. Le fait que les États-Unis ne puissent pas défendre ces royaumes est maintenant, je pense, assez évident pour tout le monde. Et ces missiles intercepteurs qu'on voit partir et ne rien toucher, qui sait ce que c'est? Ce sont probablement de vieilles versions basiques qu'ils ont données au royaume, parce qu'ils se disaient, peu importe, tu vois, ce sont juste ces Arabes stupides qui ne s'en rendront même pas compte. Et ils ont donné tout le bon matériel à Israël et à l'Ukraine pour ce qu'ils considèrent comme plus important. Je pense qu'en privé, ces gens-là ne sont pas idiots, ils sont rationnels. Ils comprennent la situation. Ils parlent avec les Russes, avec les Iraniens, avec les Pakistanais, avec les Chinois. Ils savent très bien ce qu'il en est. Ils ne peuvent simplement pas les défier ouvertement. Et ce n'est pas une question de défense. C'est une question de, vous savez, ces 5 000 milliards de dollars qu'ils risquent de perdre. Et ils ne veulent pas les perdre, parce qu'au fond, c'est leur richesse. Si les puissances occidentales ont été assez audacieuses et assez corrompues pour voler près de 300 milliards de dollars d'argent russe, alors que la Russie est une superpuissance nucléaire, imagine un peu ce qu'elle serait prête à faire aux peuples sans défense des royaumes arabes qui ont 5 000 milliards de dollars dans nos banques. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, Nima. Et je pense qu'ils vont devoir trouver un plan B. MBS, MBZ, eux, sont sans doute surtout préoccupés par leur propre survie physique dans cette situation. Et je crois que les États-Unis, Israël, et soyons clairs, on parle surtout du Mossad, de la CIA et du MI6, exercent probablement une pression énorme sur eux pour qu'ils rejoignent la guerre, qu'ils lèvent une armée, qu'ils mobilisent leur société pour une guerre totale contre l'Iran. Vous savez, mobiliser une armée quand on a des minorités chiites parfois très importantes, voire majoritaires, ça peut se retourner contre vous. C'est extrêmement dangereux. Vos propres gens pourraient finir par vous assassiner s'ils se retournent contre vous. Et si vous ne suivez pas la ligne, vous risquez aussi d'être éliminé par des agents du Mossad, de la CIA ou du MI6. Donc on parle ici d'une guerre d'une ampleur énorme qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils ne voulaient pas, mais qui est devenue leur réalité. Et je pense qu'ils sont obsédés avant tout par leur propre survie. À mon avis, leur survie serait peut-être mieux assurée par l'Iran, la Russie, la Chine, ou même les trois, voire le Pakistan, plutôt que par les États-Unis et Israël. C'est, je crois, assez évident. Et c'est pour cette raison que je soupçonne qu'ils sont très occupés à passer des accords avec ces puissances pour essayer d'assurer l'avenir de leur propre royaume et de leur propre pouvoir. Mais on verra bien ce qui se passera. Je ne peux pas dire si l'Iran a un plan pour ces régions. On sait qu'il y a eu des discussions sur le fait que les Émirats arabes unis redeviendraient Oman. Est-ce que le Qatar deviendra une partie de l'Arabie saoudite? Est-ce que Bahreïn deviendra une partie de l'Arabie saoudite? Et je ne sais pas s'il existe une véritable stratégie, si les Iraniens, les Russes ou d'autres ont vraiment réfléchi à tout ça, ni s'ils ont des plans concrets pour ces royaumes après la guerre. Donc je pense qu'il faudra attendre et voir. Mais je crois qu'ils se trouvent dans une position extrêmement difficile, peut-être même impossible. Et je pense aussi que le vent est en train de tourner contre les puissances colonialistes occidentales et en faveur de l'Iran, de la Russie, de la Chine, du Pakistan et d'autres encore.
and in favor of Iran and Russia and China and Pakistan and so forth. And I think that this tide is impossible to reverse. Et je pense que cette vague est impossible à inverser, parce que ce n'est pas seulement une question militaire, c'est aussi une question financière. Et l'Occident est à bout de souffle. Vous savez, l'argent n'est plus là. Tout ça, c'est, comment dire, du financement avec de la fausse monnaie imprimée à partir de rien et qui va très vite perdre sa valeur. Et je pense qu'on se dirige vers une grave crise financière en Occident. Et je ne sais pas si. Je pense que ça pourrait même faire tomber plusieurs régimes occidentaux, comme ceux de la France, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. On verra pour les États-Unis. Mais l'avenir politique de Trump ne semble pas très prometteur non plus. Trump's political future doesn't look very bright now as well. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que l'administration Trump affirme qu'Israël ne fait pas partie du jeu, qu'ils ne vont pas se joindre à nous, parce qu'on a peur qu'ils fassent autre chose. Nous, on a notre plan. On veut le mener selon notre propre stratégie. Si Israël s'en mêle, ils vont tout bouleverser. Mais c'est ça, le récit qu'on nous présente. L'une des principales raisons, c'est que l'Iran ne va pas attaquer Israël. Parce qu'ils veulent savoir, enfin, nous savons ce qui se passe à Ben Gurion, par exemple. Et ils ont beaucoup d'armes, des avions ravitailleurs, des chasseurs. Ils ne veulent pas que l'Iran les attaque. C'est l'une des raisons. Et puis, autre point, il y a 2 jours, soudainement, on a vu dans les infos que Bahreïn et le Koweït se joignaient à un combat, qu'ils attaquaient la partie sud de l'Iran. C'était un peu étrange pour moi de voir ces 2 pays, qui se font détruire par des missiles et des drones iraniens, réussir à attaquer l'Iran. Ensuite, on voit que les États-Unis font peut-être quelque chose à Kanarak, comme ils l'appellent, dans le sud du pays. C'était Bahreïn et le Koweït. Ces pays deviennent de plus en plus audacieux. Ils ripostent, ils frappent certaines cibles. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand on ne veut l'aide de personne, c'est qu'on veut dominer toute la région sur le plan aérien. Parce que si quelqu'un d'autre intervient, ça crée forcément un conflit avec vous. Et ça, vous ne le voulez pas. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a 2 ou 3 jours, un avion cargo pakistanais a été abattu par les États-Unis. Et personne n'en parle. Ils n'ont pas pu le retrouver. On ne sait même pas s'il y avait 5 personnes à bord. Et personne ne sait qui étaient ces gens. L'avion, ils ne l'ont pas trouvé. Et encore une fois, personne n'en parle. C'est ça la vraie raison. Parce que quand on voit un avion de chasse ou un appareil se diriger vers une région qui est, d'une certaine façon, sous contrôle des États-Unis, on sait qu'ils vont atteindre leur cible. Et vous imaginez les États-Unis laisser un de ces pays utiliser un avion de chasse pour attaquer l'Iran ou interférer dans l'opération. C'est comme ça qu'ils manipulent. Ils fabriquent, d'une certaine manière, de fausses images, de fausses histoires, pour faire croire à ces gens que leurs héros sont courageux. Et plus le temps passe, plus ils deviennent habiles à ça, pendant que leur pays, lui, continue de se détruire. Nima, I'm with you. I think this is fake. Nima, je suis d'accord avec toi. Pour moi, tout ça c'est du faux. Ce sont probablement des attaques sous faux drapeaux. Je ne vois pas Bahreïn se montrer soudainement très courageux. Je veux dire, c'est un pays à majorité chiite, dirigé par une dictature sunnite. Les chiites y sont terriblement opprimés. Ils vivent dans la pauvreté. Il suffirait de très peu pour qu'ils se retournent contre leur royaume, contre leurs dirigeants. Et pendant ce temps, les Iraniens sont en train de détruire la 5e flotte et les bases américaines là-bas, qui ne sont en réalité que la protection de ce régime oppressif. Alors maintenant, ils se mettraient soudainement à s'en prendre à l'Iran. Comment ils comptent faire la guerre à l'Iran? Qui vont-ils mobiliser? Leur population chiite? Ils vont se battre pour vous. J'en doute. En fait,
Ce que je veux dire, c'est que depuis quelques années, j'ai remarqué que la manière dont l'Occident aborde la guerre est surtout narrative. C'est presque une guerre de récits. Ils construisent des histoires. Je l'ai bien vu en Ukraine, parce que depuis 4 ans, enfin, 4 ans et demi maintenant, on entend toujours la même chose. L'Ukraine gagne, les Ukrainiens sont ingénieux, créatifs, courageux, héroïques, et on nous dit qu'ils sont bien meilleurs soldats que les Russes, qui seraient toujours ivres et démotivés, qu'il y aurait du désordre dans les unités russes et que la Russie manquerait de missiles. Ils n'ont plus de bombes, leurs troupes désertent. Des histoires sans fin, sans aucun lien avec la réalité, mais qu'ils continuent pourtant à répéter encore et encore. Et je me suis demandé, à quoi bon raconter des choses dont on sait qu'elles sont fausses? Je pense que la raison, c'est qu'ils essayent d'abord de maintenir l'argent qui circule. Parce que, vous savez, la guerre ne peut pas continuer si le financement s'arrête. Tant qu'ils entretiennent cette idée d'une grande coalition, volontaire, courageuse, déterminée à abattre l'ennemi, ils peuvent faire semblant que tout va finir par marcher. Et donc, il faut continuer à dépenser de l'argent là-dedans. Le Congrès, les gouvernements, partout, devraient continuer à engloutir des centaines de milliards de plus dans l'effort de guerre. Donc, l'argent doit continuer à circuler. Mais il faut aussi motiver les troupes. Personne n'a envie de mourir. Personne ne veut être le dernier soldat à tomber pour une cause perdue. Alors, pour faciliter le recrutement, pour attirer des soldats mercenaires un peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, partout, il faut créer l'idée qu'on va gagner cette guerre et qu'ils repartiront avec beaucoup d'argent. Si on leur disait, bon, on est en train de perdre, mais prends donc 2 ou 3 chèques de $2000 avant d'y passer toi aussi. Personne ne s'engagerait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils continuent à inventer des histoires et à mentir, parce qu'ils ont besoin que la guerre continue. Et plus la guerre dure, plus ils ont de chances qu'un événement imprévu vienne changer le cours des choses en leur faveur. Alors ils continuent à raconter ces histoires. Et quand les histoires ne sont pas assez bonnes, eh bien, on peut toujours inventer une attaque sous faux drapeau, du genre « Regardez, les Iraniens ont attaqué ici » ou « Regardez, les Émirats arabes unis se sont enfin ressaisis et vont maintenant s'en prendre directement à l'Iran. » Rien de tout ça n'est vrai, mais peu importe. Ils continuent à nous nourrir de ces récits. Et Trump a été l'un des plus grands conteurs de tous. Et on a l'impression qu'il ne se soucie même pas de savoir si les gens le croient ou pas. Comme s'il ne tenait même plus à sa propre crédibilité. Je pense que ça montre simplement à quel point ils sont désespérés. Oui, je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se passe. La guerre en Asie de l'Ouest, la guerre en Ukraine. Comme vous l'avez dit, on entend beaucoup de choses. Que l'Ukraine fait ci, fait ça, qu'elle utilise des drones, c'est impressionnant. Et maintenant, ces drones circulent partout. La France va produire des armes en Ukraine. L'Allemagne y pense aussi. Ils voient là une nouvelle opportunité avec l'Ukraine. Et comme la Russie souffre beaucoup sur le plan énergétique, et pour d'autres raisons, c'est le récit qu'on entend, comme vous l'avez mentionné. En Asie de l'Ouest, c'est pareil. Mais je crois que le personnage le plus important, dont personne ne parle en ce moment, c'est la Chine. Qu'est-ce que fait la Chine? Quelle est la position de la Chine? Par exemple, au Moyen-Orient, je ne vois rien de bon à une défaite de l'Iran. L'Iran battu par les États-Unis, avec la Chine en jeu. Parce que si l'Iran perd son influence dans la région, cela veut dire que la Chine la perd aussi. Ce n'est pas seulement une question d'Iran. C'est aussi la Russie qui perd une partie de sa sécurité au sud, dans le Caucase du Sud, et qui se retrouve à dépendre davantage de l'Iran. Tout est lié. Quand on regarde tous ces fronts qui se rejoignent,
on voit apparaître une sorte de stratégie, peut-être du côté de la Chine. Quelle est votre lecture de tout ça? Comment la Chine perçoit-elle la situation en Ukraine et au Moyen-Orient? Eh bien, je pense que c'est une question existentielle pour la Chine. C'est existentiel pour la Russie. C'est existentiel pour l'Iran. C'est existentiel, tout simplement. Je dirais même que c'est existentiel pour l'humanité. Parce que, pour le dire simplement, une défaite de l'Iran serait une victoire immense pour la classe occidentale de type Epstein. Le colonialisme occidental a été l'une des périodes les plus tragiques, sinon la plus tragique, de toute l'histoire de l'humanité. La civilisation occidentale a été très pathogène. Elle a détruit 6 grandes civilisations autochtones à travers le monde. Elle a tué des centaines de millions de personnes, peut-être des milliards, je ne sais pas. Mais en gros, d'immenses régions du monde ont été complètement, ou presque complètement, dépeuplées. Et ce n'est pas parce que le caractère de l'homme occidental moyen serait mauvais. The character of the average Western man is evil. It's because the Western civilization is based on C'est parce que la civilisation occidentale repose sur un certain système d'incitation qui récompense les pires comportements et punit les comportements décents. Ce qu'on voit aujourd'hui se dérouler à Gaza, au Liban, en Cisjordanie et dans d'autres régions du monde. Eh bien, on ne parle pas de la Somalie, ni du Soudan, ni du Congo, mais en gros, des génocides rampants sont en train de se produire dans de très nombreuses zones du globe. La réaction à ces abus vient maintenant de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et d'autres puissances sont sans doute en train de prendre conscience de cette réalité et de s'y rallier. Peut-être des pays comme le Pakistan, le Brésil ou l'Afrique du Sud, à des degrés divers. Et le grand enjeu, celui qu'il a toujours été, c'est le continent eurasiatique, ce qu'on appelait autrefois l'île monde. Et pour prendre le contrôle du continent eurasien, il leur faudrait, vous savez, soit éliminer l'Iran, soit en faire leur propre colonie. Et ça aurait plusieurs conséquences. D'abord, ça perturberait les routes commerciales alternatives. Depuis environ 2 siècles, on a un certain nombre de points d'étranglement dans le monde. Parmi les plus importants, il y a évidemment le détroit de Bab el-Mandeb, le canal de Suez, le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca, surtout en ce qui concerne le commerce eurasien. Les Russes, eux, ont beaucoup investi dans des routes stratégiques alternatives, notamment la route arctique, mais aussi le corridor international de transport nord-sud. Et ce corridor, justement, passe par l'Iran. And that cuts through Iran. Iran is like a major L'Iran, c'est un maillon essentiel de ce grand corridor de transport. Il relie l'océan Indien à Saint-Pétersbourg, d'où il peut ensuite rejoindre le nord-ouest de l'Europe. Ce trajet est plus rapide et moins cher que la route du canal de Suez. Mais si on retirait l'Iran de l'équation, tout s'effondrerait. Ce serait aussi la fin de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, et peut-être même la fin des BRICS. Et puis, avec la puissance militaire considérable de l'Iran et ses 92 millions d'habitants, si le pays tombait sous la coupe d'un dirigeant fantoche soutenu par l'Occident, à la manière de Zelensky, il pourrait devenir une force extrêmement destructrice dans la région. Imaginez qu'on transforme l'Iran en une nouvelle Ukraine. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il est dans l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Iran tienne bon et qu'il reste un pays stable, souverain et indépendant. Et je pense que les mêmes idées guident aujourd'hui les politiques de pays comme le Pakistan, la Chine ou la Russie. Et je crois que même les monarchies du Golfe en prennent de plus en plus conscience. Les Saoudiens comprennent que si l'Iran s'effondre, ils garderont peut-être une partie de leurs milliards de dollars dans les institutions financières occidentales, mais ils risquent de perdre leur pays. Parce qu'Israël a des visées claires sur une grande partie du territoire saoudien, irakien, syrien, turc
Libanais et Égyptiens. Tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Mais pour eux, c'est un risque lointain. Le risque immédiat, c'est de se faire assassiner maintenant, de perdre l'accès à leurs fonds maintenant, de voir leur peuple se retourner contre eux tout de suite, à court terme. Donc ils doivent trouver un équilibre, en quelque sorte, entre la douleur à court terme et le gain à long terme. To kind of balance, short-term pain, long-term gain, and it's not at all clear, I think. Et je pense que c'est pas du tout clair, en fait, comment faire ça. Israël, que vous avez mentionné dans votre question, je crois qu'Israël cherche à devenir la puissance dominante, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde. Et ça veut dire que ils ne peuvent pas gaspiller des soldats dans ces guerres. Ils ne peuvent pas gaspiller de main-d'œuvre. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que les chrétiens et les musulmans s'entretuent autant que possible. Ils ne veulent pas combattre l'Iran. Ils veulent que les Américains, les Turcs, les Azéris, les Kurdes, les Irakiens, les Saoudiens, bref, que tous ces musulmans et ces chrétiens s'entretuent entre eux. Et ensuite, Israël pourra arriver sur le tapis rouge et dire quelque chose comme « Eh bien, tout ça, c'est Eretz Israël. Nous sommes maintenant la force dominante et vous allez vous soumettre, sinon les Américains vous bombarderont. » Je pense que ce que la guerre a révélé, c'est qu'aucun de ces pays du Golfe n'est vraiment capable de se défendre seul. Et c'est un point essentiel. Si l'Iran s'affaiblit, comment vont-ils se protéger? Quelle serait leur force? Quel serait le soutien à leur système de défense? Ou bien, qui viendrait les défendre? Et je ne suis pas sûr qu'ils aient pleinement conscience de cette fragilité de leur part. Mais c'est sans doute l'une des grandes questions aujourd'hui pour leur sécurité. Ce n'est pas une question d'Iran. Ce n'est pas une question du Liban ou de la Palestine. C'est une question qui concerne les pays du Conseil de coopération du Golfe, ceux qui se présentent comme les alliés des États-Unis dans la région. Quand on parle de leur économie, Alex, tu as mentionné qu'ils dépendent des États-Unis, parce qu'en gros, tout leur argent est là-bas, à New York, et dans tout le système bancaire américain. Alors, quelle serait leur porte de sortie s'ils décidaient de diversifier un peu leur économie? Est-ce que c'est seulement possible avec la situation actuelle et la guerre en cours? Oui, je pense que c'est possible, mais que ce sera très difficile. Et je crois qu'ils ont compris, il y a des années déjà, que c'était un risque énorme au-dessus de leur tête. Ils ont donc commencé à échanger leurs exportations contre des yuan chinois. Ils ont fait des investissements stratégiques en Russie. Je parle surtout des Saoudiens. Les Omanais, eux, ont plutôt équilibré leurs relations avec d'autres puissances et avec les États-Unis. Donc ils sont dans une position un peu meilleure que, disons, les Émirats arabes unis ou Bahreïn. Et je pense qu'il leur sera possible de s'en sortir, de réorienter leurs échanges vers d'autres monnaies, pour que leur argent soit placé dans d'autres banques, dans d'autres pays. Du côté des BRICS, vous voyez. Et je pense que les Iraniens peuvent vraiment les aider dans ce sens, parce que tant qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz, ils peuvent dire « Très bien, aucun chargement payé en dollars américains ne passe. » Et là, les Saoudiens peuvent répondre « Eh bien, il faut qu'on encaisse des yuan chinois, sinon aucun cargo ne sort. » Et qu'est-ce que les Américains vont dire? Non, alors vous ne vendez plus rien à personne. À ce moment-là, ça devient une question de force, parce que les États-Unis devraient intervenir physiquement. Si on ne peut plus les sanctionner financièrement, parce que l'argent est maintenant à Shanghai ou ailleurs, il ne reste plus qu'à employer la force. Or, l'Iran est justement en train de réduire leur capacité à projeter cette force. Et de toute façon, ils n'avaient déjà plus vraiment cette capacité depuis la fin des années 80.
Les gens ne réalisent pas que, déjà depuis la fin des années 80, de nombreux généraux du Pentagone doutaient sérieusement de la capacité réelle des États-Unis à déployer une force militaire suffisante au Moyen-Orient, dans la région d'Asie occidentale. Et la conclusion, c'était que non, nous ne l'avons pas. Nous dépendons avant tout de nos alliés. C'est pour ça que les alliances avec des pays comme Israël, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite ou la Jordanie ont été essentielles pour permettre aux États-Unis de maintenir leur hégémonie dans la région, ainsi que leur base militaire. Mais on sait aussi, grâce à un général du Pentagone, en fait, l'ancien commandant du CENTCOM, le général Mackenzie, qui a rédigé tout un rapport pour le département de la Défense, que la manière dont les bases américaines sont positionnées dans la région rend les États-Unis extrêmement vulnérables. Le centre de commandement du CENTCOM se trouve à environ 160 km de l'Iran, donc clairement à portée des missiles iraniens. Mais vous savez, le Pentagone a choisi de ne rien faire. Ils ont simplement laissé les choses en l'état. Et ça rend tout à fait possible pour l'Iran d'attirer progressivement la puissance militaire américaine dans la région. C'est exactement ce qu'ils font. Et d'une certaine manière, ils aident même ces royaumes du Golfe à se transformer sur le long terme. Parce qu'ils vont pouvoir dire « Écoutez, vous ne pouvez pas nous protéger. Vous ne pouvez pas garder le détroit d'Ormuz ouvert. » Et regardez, les Iraniens leur disent « Si vous vendez votre pétrole en yuan, vous pouvez passer. » Donc ils n'ont pas le choix. Sinon, leur population meurt de faim. Ce serait la fin de tout. Alors qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire face à ça? Franchement, je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oui. Alex, avant de conclure, j'aimerais connaître ton point de vue sur l'un des sujets géopolitiques les plus importants, l'équipe nationale de Croatie, qui a perdu en Coupe du Monde parce que la FIFA a été trop généreuse avec eux. Ils ont beaucoup aidé. Alors Alex, comment tu as trouvé ça avec la Croatie? Il y a certains pays dans le tournoi qui ont perdu à cause d'erreurs d'arbitrage ou à cause de certaines décisions de la FIFA. Quelle est ta lecture de tout ça? C'est très intéressant. Je pense que toute cette Coupe du Monde a été une insulte, un affront à l'esprit du sport. Normalement, ça devrait toujours être que la meilleure équipe gagne. L'arbitrage devrait être totalement impartial. Mais là, c'est évident et c'est indéniable que ce n'est pas le cas dans cette Coupe du Monde. Et peut-être que ça l'a jamais été, je ne sais pas. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. On croyait ce qu'on nous disait à la télé. Et quand on regarde les statistiques, qu'on voit à quel point c'est incroyablement biaisé en faveur de l'Argentine et à quel point c'était défavorable à la Croatie, on est obligé de se demander pourquoi. Quelle en est la raison? Alors, évidemment, la FIFA est une organisation extrêmement riche, avec énormément d'argent. Et forcément, cet argent attire la corruption. C'est comme un aimant, et ça dure depuis des décennies. Aujourd'hui, ça devient plus visible, parce que les réseaux sociaux amplifient tout ça. J'étais curieux de voir comment les Croates réagissaient à cette situation. Les Croates ont souvent tendance à encaisser sans rien dire. Mais certains comptes étrangers ont eu des réactions intéressantes. Ils ont fait remarquer que la Croatie est l'une des dernières équipes européennes à avoir encore, pour la plupart, des joueurs croates dans son effectif. Ils sont tous blancs, ils sont tous chrétiens, ils sont tous croates. La Croatie est un pays catholique. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de place au sommet pour un pays comme ça.
On a besoin peut-être de plus de diversité, de plus d'inclusivité, peut-être aussi de plus d'enthousiasme pour les mouvements LGBT. Donc je ne sais pas, mais c'est vraiment dommage parce que, vous savez, le sport devrait rassembler les gens, pas les diviser. Et je pense que c'est ce qu'il a fait parce que, vous voyez, les performances de l'équipe croate, de l'équipe iranienne, de l'équipe algérienne, du Cap-Vert, les gens étaient très contents. Et Alex, t'as vu cette photo-là? Oui, j'ai vu ça. C'est incroyable. Franchement, c'est exactement le genre de truc qui fait que quand tu regardes un match, tu te dis « Ah, c'était hors jeu ». Non, pas du tout. Si, regarde, le pied, le bout du pied, un cheveu. Mais quand tu regardes les statistiques, là, c'est impossible de nier. Comment se fait-il que toutes les décisions aillent en faveur de l'Argentine et que toutes les décisions aillent contre la Croatie? Comment c'est possible? Il y a forcément un biais systémique quelque part. Ça peut pas être un hasard. Mais en même temps, je pense que le grand public, les joueurs, les Américains en général, ont été très chaleureux avec les joueurs iraniens, algériens, croates. Et sur le plan humain, c'était un très bel événement. Mais à l'échelle des institutions, c'est juste de la corruption amplifiée. Ça a mis en lumière cette corruption, et tout ça devient un énorme mensonge. Alors si on oublie un instant que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, moi franchement, je n'aimerais même pas ça. Vous savez, j'ai été sportif. Je jouais au water-polo et je jouais en compétition, dans de vrais tournois. Quand on gagne parce que les arbitres vous ont aidé, au fond de vous, vous savez que vous ne le méritez pas. Ou alors, vous doutez de le mériter. Et c'est encore pire. Gagner contre l'autre équipe, et même contre l'arbitre, là oui, on se sent bien. Là, on se sent comme un héros. Sinon, tout le reste perd son sens, son charme. Ça perd tout, et ça devient juste une affaire d'argent. Malheureusement, oui. Oui, c'est bien ça. Tout tourne autour du business, Alex. C'est vraiment ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Merci Nima. Ravi d'être avec toi, comme toujours. Un salut de Croatie à tout le monde qui nous écoute. À bientôt, Alex.